Geminiani présente Blabla Science. Aujourd'hui, du brevet des collèges au prix Nobel. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part sur une exploration approfondie assez incroyable. Comment l'idée de résoudre l'un des plus grands mystères de la cosmologie pourrait naître d'un simple exercice de maths pour collégiens? Ouais, ça paraît complètement absurde dit comme ça. Mais c'est une vraie leçon sur la pensée systémique. C'est clair. On a tous connu ça, t'es sur les bancs de l'école, la fatigue tombe, la voix du prof devient un bruit de fond, t'as les yeux qui se ferment tout seuls, c'est super banal quoi. Ah bah la fameuse sieste de l'après-midi en cours. Voilà, et parfois, dans cet état un peu second de semi-somnolence, le cerveau fait des connexions improbables. Et c'est la mission de notre décryptage d'aujourd'hui. On va plonger dans une transcription fascinante. Les notes d'un élève de collège en fait. Exactement. Un gamin qui luttait contre le sommeil entre deux cours et qui a accidentellement réinventé des concepts ultra pointus de la physique moderne, juste avec une petite rêverie. Bon, décortiquons un peu tout ça. Ça marche. C'est un rappel parfait pour ceux qui nous écoutent que la grande science ne sort pas toujours d'un labo avec des tableaux noirs remplis d'équations. Ouais, parfois c'est juste un gros « et si » bien placé, genre croiser deux trucs qui n'ont rien à voir. Donc, le décor est planté. Le gamin sort d'un cours de maths sur l'arrondi. Tu sais, transformer les nombres à virgule interminable ou en nombres entiers discrets. Des blocs solides et indivisibles, quoi. C'est ça. La cloche sonne et bam, il enchaîne direct avec la physique. Et là, la prof fait une digression sur l'expansion de l'univers et la gravité. Le gamin, à moitié endormi, se pose une question redoutable. Et si la gravité marchait comme ces nombres entiers ? En gros, et si elle n'était pas fluide, mais s'exprimait par sauts discrets. Pour imaginer la chose, imagine la gravité comme un variateur de lumière. Tu tournes le bouton, la lumière baisse de manière super fluide. Ouais, ça s'affaiblit, mais même à l'autre bout de la pièce, l'ampoule reste un tout petit peu rougeoyante. Ça ne tombe jamais vraiment à zéro absolu mathématiquement. L'influence s'étire à l'infini. Mais l'idée de notre collégien, ça remplace ce variateur par un vieil interrupteur à cran. Un escalier, tu vois. Et du coup, que se passe-t-il quand la force s'affaiblit tellement dans l'espace qu'elle finit par s'arrondir à l'entier inférieur, c'est-à-dire à zéro? Ah, ce qui est fascinant ici, c'est que ça résout potentiellement une énigme majeure. Si la gravité tombe littéralement à zéro passé une certaine distance, elle n'existe plus entre des galaxies très éloignées. Il n'y a plus aucune résistance. Exactement. Et ça propose une explication alternative à l'accélération de l'univers. Actuellement, on observe que l'univers s'étend de plus en plus vite. Pour justifier ça, contre la gravité qui devrait logiquement freiner le mouvement, on a inventé l'énergie noire. Une sorte de force répulsive mystérieuse, quoi. Voilà. Mais avec l'hypothèse de l'élève, si la gravité lâche complètement prise parce qu'elle a passé sa dernière marche vers le zéro, il n'y a plus besoin de frein, ni d'énergie noire. L'univers s'étend librement. Et c'est marrant parce que ça ressemble à des vraies théories, non ? Carrément. C'est la mécanique de base des modèles de gravité massive. Ça suggère que le graviton aurait une petite masse, ce qui limiterait sa portée. La force se couperait net à grande échelle. C'est dingue. Et dans son cahier, le gamin explore aussi l'inverse, l'arrondi supérieur. Si la gravité est à 1,5, hop, ça s'arrondit à 2. Elle devient localement plus forte que ce qu'elle devrait être. Et là, il vient de proposer une solution pour la matière noire. Attends, la matière noire, en rapport avec la vitesse des étoiles ? Ouais. Quand on regarde les galaxies spirales, les étoiles sur les bords tournent beaucoup trop vite. Un peu comme une essereuse à salade qu'on tourne trop vite. L'eau devrait voler partout. Les étoiles devraient être éjectées dans le vide spatial. C'est ça. Et pour expliquer qu'elles restent accrochées, on s'est dit qu'il devait y avoir un gros halo de matière invisible, la matière noire, qui rajoute de la gravité. Mais l'élève dit qu'on n'en a pas besoin si la formule s'arrondit au-dessus. Voilà. Et ça imite une théorie très connue qui s'appelle MOND, pour Modified Newtonian Dynamics. Ça postule qu'aux très faibles accélérations sur les bords des galaxies, la loi de la gravité change. Elle ne baisse plus aussi vite, il n'y a pas de matière invisible, c'est juste la formule qui s'adapte. J'adore. Mais attends, j'ai quand même un gros problème mécanique avec cette idée d'escalier. Si la gravité marche par saut d'entier, la Terre devrait subir des secousses titanesques autour du Soleil, non ? Ah, la fameuse objection de l'à-coup cosmique. Bah oui, notre orbite est super fluide. Si l'attraction sautait d'un cran d'un coup, on serait tous secoués. La mécanique céleste n'aurait plus rien de régulier. Et c'est le grand défi de ces théories. Pour que ces sauts passent inaperçus, il faut que les marches de l'escalier soient d'une petitesse absolument inconcevable. Bien plus petite qu'un chiffre basique. Physiciens comme Carlo Rovelli ou Lys Moline bossent là-dessus.
L'idée, c'est de pixeliser l'espace-temps. Au lieu d'avoir un espace lisse et continu, ce serait un tissu fait de minuscules anneaux, des boucles entrelacées. Un peu comme quand tu zoomes à fond sur une photo sur ton téléphone. De loin, c'est fluide, mais de près, tu vois les pixels carrés. C'est une super analogie. L'espace ne pourrait augmenter que par petits sauts discrets, comme les entiers du collégien, mais à une échelle tellement minuscule, vers la longueur de Planck, que ça nous paraît parfaitement fluide. D'accord, l'illusion est totale à notre taille. Bon, on redescend sur Terre une seconde. Après cette théorie, le cours de physique passe à la mécanique des fluides, les montgolfières. Un grand classique. L'air chaud est moins dense, donc il monte. Ouais, on connaît tout ça. Mais le gamin a voulu regarder sous le capot. Il cherche vraiment à comprendre le rôle fondamental de la gravité là-dedans. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On doit redéfinir la poussée d'Archimède. Parce que la grosse erreur, c'est de croire que l'air chaud a une propriété magique qui le fait léviter tout seul, comme s'il repoussait la gravité. Ouais, alors que c'est une compétition. J'aime bien utiliser l'analogie du judoka pour ça. Un bon judoka n'utilise pas sa propre énergie pour soulever un mec. Il détourne la force de son adversaire. D'accord, je te suis. Et la montgolfière fait pareil. Exactement. La gravité tire tout vers le sol, sans distinction. Mais l'air froid autour, c'est super dense. 1 m3, ça pèse dans les 1,2 kg. Alors que l'air chaud dans le ballon est dilaté, ses molécules sont espacées, il est super léger. Donc la gravité, ce gros burin, tire beaucoup plus fort sur le bloc d'air froid. Et cet air froid lourd s'effondre violemment sous le ballon. Ça crée une énorme zone de haute pression en bas. Et comme cet air froid n'a nulle part où aller, il s'engouffre en dessous et chasse la bulle d'air chaud vers le haut. C'est mécanique. Le ballon est littéralement propulsé vers le ciel par la chute de l'air ambiant. C'est ouf. D'ailleurs, l'élève a noté un truc super précis. La différence de gravité pure entre le bas et le haut d'un ballon de 20 mètres, c'est seulement 0,00006 mètres par seconde au carré. C'est rien du tout. C'est totalement négligeable, oui. Ça prouve que c'est que de la pression d'air et pas un changement de gravité. Et cela soulève une question importante dans ses notes. Son fameux concept de la montgolfière à vide, c'est ça ? Voilà, si la poussée dépend de la différence de poids, pourquoi s'embêter avec de l'air chaud? Pourquoi ne pas tout retirer et mettre le vide absolu, 0 kg dans le ballon? Ah ouais, la différence de densité maximale, la poussée d'Archimède parfaite, c'est le Graal de l'antigravité passive. Sur le papier, oui. Mais du coup, pourquoi le ciel n'est pas rempli de gros dirigeables à vide pour livrer nos colis? Ça serait tellement pratique. Parce qu'en vrai, on se heurte à un mur de briques qui s'appelle la pression atmosphérique. On a tendance à oublier qu'on vit au fond d'un océan d'air hyper lourd. L'atmosphère appuie dans toutes les directions. À quel point? À peu près 1 kg sur chaque centimètre carré. C'est énorme. Ça fait 10 tonnes par mètre carré de surface. Ah oui, 10 tonnes. Donc dans un ballon à air chaud normal, le gaz à l'intérieur pousse vers l'extérieur pour résister. Exactement. Mais si tu fais le vide, tu retires tout soutien interne. La pauvre toile du ballon doit encaisser les 10 tonnes par mètre carré toute seule. C'est un peu comme mettre une canette de soda vide sous les roues d'un gros camion de 38 tonnes. C'est exactement ça. Écrasement total et immédiat. Il faudrait fabriquer une sphère immense pour soulever du poids, mais super légère et avec une rigidité structurelle de science-fiction. Il n'y a aucun métal qui fait ça, hein. Le titane, l'aluminium. Non, aucun. Peut-être qu'un jour, des trucs comme des alvéoles de graphène pourraient marcher, mais aujourd'hui, c'est purement théorique. Ça nous amène d'ailleurs à un autre point génial de la digression de la prof. Elle explique que ce fameux vide, que ce soit dans un ballon ou dans l'espace, il n'est jamais vraiment vide. Oui, la nature a horreur du vide, littéralement. C'est la base de la théorie quantique des champs. L'espace n'est pas une boîte inerte, sans rien dedans. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Moi, pour vulgariser ça, je visualise souvent un océan. Un océan, comment ça? Si tu es dans un avion à haute altitude et que tu regardes l'océan, la surface a l'air super calme, lisse comme un miroir. C'est notre perception du vide normale. Mais si tu descends et que tu sors une loupe géante au niveau de l'eau, tu vois que c'est le chaos. Ça bouillonne, il y a de l'écume partout. C'est une excellente image. C'est ce qu'on appelle l'énergie du point zéro en physique. Selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, un champ quantique ne peut jamais avoir une énergie de zéro de façon permanente. C'est interdit. Du coup, ça bouge tout le temps. Ouais, ça fluctue. Des paires de particules et d'antiparticules apparaissent du néant, existent une fraction de seconde et s'annihilent aussitôt. Le vide grouille d'activité. Et c'est pas juste des calculs abstraits, ça a été prouvé physiquement par l'effet Casimir en 1948.
Ah, l'expérience de Casimir. C'est magnifique de simplicité. Tu prends deux plaques de métal lisses, tu t'assures qu'elles n'ont aucune charge électrique, tu les mets dans un vide absolu, super proches l'une de l'autre, à quelques nanomètres, Et là, surprise, elle s'attire, bam! contre toute logique classique. Et c'est pas la gravité, c'est purement quantique. Les fluctuations du vide, ces particules éphémères, se comportent comme des ondes. À l'extérieur des plaques, tu as toutes les ondes possibles, de toutes les tailles. Mais entre les deux plaques, l'espace est tellement serré que ça fait comme la caisse de résonance d'une guitare. C'est exactement ça. La sélection géométrique. Seules les ondes dont la longueur rentre parfaitement, genre un multiple entier de la distance, peuvent exister là-dedans. Les grandes ondes, c'est mort, elles sont interdites. Et du coup, tu as beaucoup moins d'ondes à l'intérieur de la cavité qu'à l'extérieur. Donc le vide extérieur pousse plus fort que le vide intérieur. C'est une vraie différence de pression quantique. C'est ce qui écrase les plaques l'une contre l'autre. Et tu vois le lien avec les débuts, hein? L'effet Casimir prouve que le vide a une structure discrète, quantifiée, avec des ondes qui marchent par nombre entier. L'intuition de l'élève était bonne. C'est incroyable. La boucle est bouclée. Mais du coup, si ce vide exerce une vraie pression physique, est-ce qu'on pourrait pas fabriquer un moteur avec? Un vaisseau spatial qui marcherait au vide au lieu du carburant chimique? Tu touches à la propulsion Casimir. C'est très spéculatif, mais ça fait rêver. On a eu toute une saga récemment avec le M-Drive de la NASA. Ah oui, le fameux cône en cuivre censé générer une poussée juste en faisant rebondir des micro-ondes à l'intérieur, sans rien rejeter dehors. Ce qui est une hérésie pour la troisième loi de Newton, l'action et la réaction. C'est comme essayer de pousser ta voiture depuis le siège passager. Au final, les petites poussées détectées, c'était sûrement des erreurs de mesure ou la dilatation thermique du truc. Dommage. Mais les notes du gamin imaginent encore mieux une voile cosmique. Ouais, il repart sur l'énergie noire. Il imagine un vaisseau qui déploierait un bouclier contre cette force. Du coup, tu te fais pousser par l'expansion d'univers. Tu surfes sur la création même de l'espace. C'est ultra poétique. Mais ça demande de savoir combien d'énergie on a vraiment à disposition dans ce vide. Du coup, essayons de visualiser ça. Imagine qu'on prenne une bouteille d'eau vide d'1 litre. On la remplit avec du pur vide quantique. Il y a quelle quantité d'énergie là-dedans? Oula, si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on tombe sur ce qu'on appelle la pire prédiction de l'histoire de la physique. La pire prédiction? Carrément. Absolument, parce que le résultat change du tout au tout selon qui fait le calcul. D'un côté, on a les astrophysiciens, ceux qui observent le ciel. Il mesure l'expansion des galaxies. Voilà, ils déduisent la densité de l'énergie noire à partir de la réalité. Et selon eux, l'énergie dans ton litre de vide, c'est minime. C'est l'équivalent de quelques atomes d'hydrogène. D'accord, donc c'est que dalle, à peine de quoi bouger un malheureux grain de poussière. C'est très paresseux à grande échelle, oui. Mais de l'autre côté, t'as les physiciens quantiques. Eux, ils sortent les équations pour additionner toutes les ondes du point zéro possible. Et ça donne quoi dans la bouteille? Une catastrophe mathématique. Selon la théorie quantique, ce litre de vide contient une densité d'énergie tellement titanesque qu'elle devrait faire s'effondrer l'univers entier sur lui-même en 1 milliseconde. Ah ouais, le grand écart est violent. C'est un facteur d'erreur vertigineux de 10 à la puissance 120. C'est un 1 avec 120 zéros. C'est impossible à imaginer. Juste pour donner un contexte à notre audience, il y a combien d'atomes dans tout l'univers visible? Les estimations hautes parlent de 10 à la puissance 80 atomes. Donc l'erreur de calcul entre les deux théories est des milliards de fois plus grande que le nombre total d'atomes qui existent dans l'univers. C'est un gouffre. Ça prouve de manière flagrante que nos deux plus grandes théories, la relativité et la mécanique quantique, refusent de communiquer. Il y a une pièce maîtresse du puzzle du vide spatial qu'on n'a pas encore trouvée. Quelle épopée intellectuelle n'empêche. Ce que j'adore dans toute cette exploration, c'est la cohérence de l'idée. Qu'on parle de la densité de l'air chaud sous un ballon ou des ondes quantiques autour de plaques de métal, c'est toujours une histoire d'information et de pression. C'est ça la vraie pensée systémique. Comprendre qu'un objet n'existe pas tout seul. Il est toujours défini par son environnement, par les pressions invisibles qui s'exercent sur lui de l'extérieur. Exactement. La force ne vient pas de l'intérieur de la montgolfière, elle vient de la chute de l'air ambiant. C'est une super leçon. Et ça me laisse sur une dernière réflexion pour continuer de cogiter après ça. Je t'écoute. Si cette énergie effarante du vide est bien là, autour de nous, malgré l'erreur de calcul des physiciens, on est un peu comme des poissons. On nage en plein cœur d'un océan d'énergie infinie et on est complètement aveugle à l'eau qui nous traverse à chaque seconde. Ouais, on ne la sent même pas.
Et du coup, qu'est-ce qui se passera le jour où l'humanité arrivera enfin à comprendre cette physique-là et à tisser une voile capable d'attraper ce vent quantique? Ça, c'est probablement la plus grande aventure qui nous attend. Et dire que ça a commencé par les notes brouillonnes d'un gamin qui s'endormait en classe. Comme quoi. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous. À très vite!